va maintenant revenir sur ta carrière d'entraîneur. Tu as évidemment été entraîneur de Coupe Davis, mais tu as aussi coaché Michael Liodra. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette collaboration, comment ça s'est fait Mika, je l'ai rencontré, on jouait les matchs par équipe ensemble pour le tennis club de Rennes, qui était une grosse équipe. On jouait donc le championnat de France, puis après le championnat européen. Donc il est arrivé, moi, au moment où je commençais à presque arrêter. Et du coup, il y a une amitié qui s'est créée. Et puis quand il a su que j'arrêtais, lui, pareil, il était en train à ce moment-là de se séparer de son coach, on va dire, d'enfance qui le suivait depuis un petit moment. Donc, avec l'expérience que j'avais, avec les connexions qu'on avait pu avoir en match par équipe, il m'a demandé si l'aventure elle me séduisait. Donc je lui ai dit bah écoute, pourquoi pas. Voilà, j'ai passé, on va dire, mes diplômes, parce que voilà, il faut, donc j'ai passé mon DE, mon BE à l'époque. Et puis derrière, je suis parti avec lui sur le circuit. On a fait 2 ans et demi ensemble, presque 3 ans. Donc première grosse expérience, voilà, avec Mika qui est un joueur un peu fantasque, qu'il faut gérer, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui peut partir un petit peu dans tous les sens. Son jeu aussi, c'est un jeu flamboyant, service volé. Donc il a fallu pas mal discuter, s'adapter et trouver des moyens de temps en temps de lui faire comprendre certaines choses importantes pour son jeu. Et puis voilà, un joueur qui partageait beaucoup, parce que c'est un joueur au départ qui jouait beaucoup en double aussi, et que j'ai accompagné d'ailleurs au Masters dans cette catégorie-là. Il a été au Masters avec Fabrice Santoro, avec Nenad Zimonjic, avec Arnaud Clément, donc à chaque fois qualifié pour le Masters. Pas loin d'être numéro 1 mondial en double. Voilà. Et puis à un moment donné, faut que ça s'arrête. Parce que on est un couple sur le circuit, et de temps en temps, comme tous les couples, de temps en temps, ça fait des frictions. Donc on a arrêté tout ça, et puis dans la foulée, je suis parti j'étais parti au départ pour revenir un peu tranquille, me poser à la maison, puisque ça s'était enchaîné assez vite. Et puis après, il y a eu l'aventure Coupe Davis. Effectivement, la transition est parfaite. Tu as été entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis sous les capitanats de Guy Forget et Arnaud Clément. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement le rôle d'un entraîneur par rapport au rôle de capitaine ? Alors le capitaine, donc ouais, effectivement, Guy Forget pendant 4 ans et Arnaud Clément 3 ans. Le capitaine, c'est celui qui sélectionne et qui décide de qui va être aligné lors des compétitions. Alors après, on le fait souvent un petit peu en collaboration, on en discute un petit peu, parce que moi, donc l'entraîneur, il suit les joueurs presque toute l'année. Donc je les accompagnais, même s'ils avaient leur entraîneur à eux respectifs. J'allais sur les grands rendez-vous, donc j'allais sur les grands chelems, sur les Master 1000 pour les superviser, on va dire. Donc c'est un rôle où il y a plusieurs casquettes. Donc voilà, il y a le rôle de coach, voilà, superviseur. Il y a aussi un rôle, on va dire, qui a joué avec les coachs de ces joueurs, une entente et beaucoup d'échanges avec chacun des coachs tout au long de l'année pour garder le lien. Et puis après, quand je les récupère, moi, sur les matchs de Coupe Davis, il y a une petite dizaine de jours où je dois faire le planning, justement, où là, j'ai un rôle à la fois de coach, d'entraîneur, où je vais les voir, on prépare les entraînements, on prépare les séances. Il y a aussi un rôle, un petit peu, une casquette de grand frère par rapport à ça, puisque Guy, quand il est venu me chercher, il m'a dit, voilà, j'ai une génération là qui arrive, voilà, par rapport à l'entraîneur que j'ai aujourd'hui, qui est Patrice Agelauer, il est un petit peu loin de cette génération, donc j'aimerais un joueur qui a été sur le circuit, qui les connaît aussi un petit peu, et qui a pu partager un petit peu avec eux, et qui connaît aussi le circuit aujourd'hui, vraiment comme il est. Et voilà, de pouvoir aussi les comprendre, parce que c'est des générations un petit peu différentes. Donc voilà, il y a toutes ces petites casquettes-là sur lesquelles il faut jongler. Et puis après, c'est aussi rentrer un peu dans l'intimité de chacun, parce que c'est important de bien les connaître, savoir comment ils vont réagir sous la pression, savoir ce qui est important pour eux par rapport à la famille, par rapport à ce qu'ils ont vécu, à leur coach. Donc c'est un travail tout au long de l'année qui est assez intéressant, enrichissant, et un travail de partage aussi avec les joueurs. Comment tu arrives justement à gérer les égos des joueurs qui sont tous très différents, qui ont différentes personnalités, différents types de jeux ?
Mais il faut s'adapter, c'est vraiment des discussions à avoir, prendre du recul, poser plein de questions et s'intéresser à eux vraiment. Et c'est vrai que là, j'avais, bon, à part Mika que je connaissais bien, puisque moi j'ai eu la génération donc Gasquet, mon fils, Simon et Tsonga, donc des caractères forts. Très différents, des sensibilités aussi différentes. Voilà, j'ai appris à connaître Gilles, que je connaissais pas bien du tout, qui était quelqu'un qui parlait beaucoup, 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 et qui analysait beaucoup les matchs, qui était beaucoup dans la réflexion. Gaël, qui ça partait un petit peu dans tous les sens. Joe, qui avait un ego fort, une confiance très forte en lui, et en même temps quelques failles. Et puis Richard, qui était pas facile non plus à cerner, qui parfois était là, puis parfois absent. Donc des personnalités vraiment différentes, mais un groupe, enfin en tout cas les quatre, qui s'entendaient très bien, sans forcément passer beaucoup de temps ensemble, parce qu'ils ont un vécu de longue date ensemble lorsqu'ils étaient minimes, Benjamin, junior. Et parfois, ouais, pas simple à gérer. Il y a eu quelques frictions, il y a eu quelques coups de poing sur la table, quelques petits coups de gueule, parce que ouais, ils ont des égos forts, et même entre eux, c'était pas tout le temps facile. Il fallait gérer aussi les plannings d'entraînement. Voilà, il y en avait qui n'aimaient pas se lever tôt le matin et pas venir s'entraîner, donc il fallait que je comble un petit peu, que chacun aussi, comme on le dit, mette un petit peu d'eau dans son vin, parce qu'à ce moment-là, c'était plus un sport individuel, même si ça l'est sur le court, mais c'était pour l'équipe de France, c'était pour jouer en équipe. Donc il fallait que chacun mette un petit peu son ego de côté. Mais c'était pas tout le temps simple pour eux comme pour moi. Et j'ai eu des soirées un peu compliquées et des nuits même compliquées à se poser pas mal de questions. Comment réagir, comment faire comprendre, trouver des clés. Voilà, l'idée, c'était de trouver des clés pour leur faire comprendre certaines choses et pour qu'on avance ensemble et pour que le capitaine puisse avoir aussi des clés pour faire avancer la machine. Et du coup, tu nous parles de clés. Comment tu vas amener un joueur à faire, je sais pas, tel ou tel exercice lors d'un entraînement pour le convaincre que c'est bon pour lui, alors que c'est pas toujours évident de l'amener là. En fait, ça a été finalement très simple. Je posais des questions assez fermées en fait. C'était vraiment ce qu'on appelle des questions fermées quand on fait un petit peu de coaching. Ça marche comme ça. C'est-à-dire que même avec Mika, je voulais qu'il travaille son service. Je lui disais demain t'es ok pour faire du service, ouais, il faut que je travaille mon service, ok, très bien, bon, et tu veux faire du service quand, le matin ou l'après-midi? Donc il me disait le matin. Donc c'était lui qui décidait, c'était lui qui s'était engagé à faire un truc, c'était pas moi qui lui imposais quelque chose. Et je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est de les rendre responsables, à partir du moment où ils ont pris la décision, où ils l'ont verbalisé, je me suis rendu compte que ça avançait plus facilement. Alors attention, ça marche pas à tous les coups, parce que encore une fois, il y a les égos très forts, et puis le lendemain, il est capable de vous dire, certains me l'ont fait, ah mais non, j'ai pas dit ça. Je lui dis bon, ok, la prochaine fois, je le marquerai, tu signeras en dessous. Mais voilà, en tout cas, j'ai essayé de trouver des solutions un peu comme ça, mais surtout je me suis rendu compte qu'il fallait pas imposer les choses. Il fallait vraiment être dans l'échange et dans la réflexion, un petit peu comme à la fois le coach, il est un peu psy aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être malin, voilà, faut arriver à être malin aussi de temps en temps, et sans lui dire que c'est toi qui as décidé, mais lui faire comprendre que c'est lui qui va justement décider à travers là où tu as réussi à l'emmener. Et sur la composition d'équipe, comment ça se passe? Guy et Arnaud échangeaient beaucoup avec toi pour avoir le maximum d'informations. Ouais, il y avait beaucoup d'échanges avec moi d'abord, et puis avec les joueurs aussi, voilà, parce que le capitaine a aussi son temps avec les joueurs, puis il a aussi cette expérience, ce recul. Moi, j'étais beaucoup sur le terrain avec eux, Guy et Arnaud, un petit peu en dehors parfois, dans les tribunes, un petit peu loin, pour voir, pour sentir un petit peu de loin. Parfois, de loin, on voit aussi pas mal de choses. Puis il avait son ressenti aussi en tant qu'ancien joueur. En tant que joueur et capitaine d'expérience aussi, Guy, parce qu'il a été très longtemps capitaine. Un petit peu moins pour Arnaud, mais Arnaud est quelqu'un qui a des idées bien arrêtées, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, et il avait déjà des idées sur sa composition. Après, on échange, mais
c'est arrivé rarement qu'on soit pas d'accord. Il y a eu une fois où Guy m'a dit écoute, voilà, là je sais pas. Franchement, je te laisse décider. Et là, du coup, je me suis dit oula, ok, grosse pression. Ça a été compliqué. Et j'ai pas vécu le match de la même façon parce que c'était moi qui avais dit bah ouais, ok, je pense que c'est lui qu'il faut mettre sur ce match-là. Voilà, il s'est bien entraîné, il a fait ça. Je pense qu'il a les armes pour battre. Voilà. En plus, c'était une demi-finale de Coupe Davis, donc et j'ai stressé jusqu'au dernier point parce que un match de tennis en Coupe Davis, il peut basculer à tout moment. Et voilà. Et je me suis rendu compte ce que c'était aussi de décider quand on était capitaine et qu'il y avait une pression vraiment supplémentaire. Sur le tennis, évidemment, c'est un sport très individuel. On est centré sur sa carrière personnelle. Comment tu vas amener tout un groupe derrière le même objectif, à savoir la Coupe Davis? Comment tu vas amener tous les joueurs à parfois adapter un petit peu leur calendrier pour se préparer et être au mieux pour l'événement? Alors ça, c'est pas simple. Il y a deux choses. Il y a amener le groupe, bien sûr, dans l'objectif de début de saison, leur dire voilà, il y a la rencontre à tel moment, si on gagne, il y a la rencontre, donc qu'ils l'aient dans un coin de leur tête. Déjà, ça, c'est important. Voilà. Mais après, très honnêtement, je ne peux pas décider à leur place. C'est eux aussi qui ont. Est-ce qu'ils ont envie de se retrouver ensemble? Je pense qu'ils avaient envie en France. L'équipe de France de Coupe Davis, ça a toujours été quand même quelque chose de très fort. Il y a toujours eu une attente forte au niveau du grand public. Voilà, on est un pays de tennis quand même. Il y a énormément de licenciés. Donc la Coupe Davis, ça a toujours été très fort. Donc il n'y avait pas besoin de trop les forcer. Il fallait juste faire attention au calendrier, discuter un petit peu du calendrier avec certains joueurs. Voilà, et il y a eu des petits couacs de temps en temps qui sont de la faute du staff ou pas, peut-être un manque d'échange, un manque aussi de fermeté par moment ou d'arriver à convaincre peut-être sur certains moments. Mais en même temps, c'est toujours facile après. Voilà, j'ai en souvenir cette finale en 2010 qu'on doit jouer en Serbie où Joe, son gars, n'a pas joué le quart contre les Espagnols, il n'a pas joué la demi contre les Argentins. Mais il est là, il est tout prêt parce qu'il a été blessé et il revient et il rejoue bien. Septembre, il rejoue bien et je me rappelle avoir discuté avec Guy, avec Eric Winogradsky qui était son coach et il dit ouais mais Joe il n'a pas envie de piquer la place de quelqu'un, il veut prouver que sur le terrain il est capable d'aller chercher cette place et qu'il est capable de jouer la finale de Coupe Davis, il veut le prouver. Et avec Guy on dit mais il n'a pas à le prouver, il a déjà il venait de faire 2 saisons 2008-2009 qui étaient voilà, il faisait partie des 15 meilleurs mondiaux et c'est Joe, mais en même temps, on ne peut pas lui en vouloir, lui non plus. Il a voulu faire un tournoi de plus, et puis il jouait bien, il avait cette confiance, et il s'est refait un petit peu mal au genou, et du coup, on l'a perdu pour cette finale de 2010 qu'on perd contre les Serbes. Mais est-ce qu'on pouvait dire, Joe, ah non, c'est hors de question, tu joues pas ce tournoi en plus. Lui, il en avait besoin aussi pour se rassurer, donc c'est les aléas du sport. Et justement, tu fais une nouvelle transition parfaite sur la finale de Coupe Davis 2010. Comment tu prépares l'équipe avec Guy Forget à affronter un public qui sera très hostile? Alors, ça a été une grosse préparation. On en a fait plusieurs. Alors déjà, on a fait un petit stage avec le RAID, voilà, pour les mettre un petit peu dans le dur. On a eu également Claude Onesta qui est venu faire un petit speech parce que eux, ils avaient connu l'équipe de France de hand. Alors c'était pas les Serbes, mais c'était la Croatie, un public assez hostile quand ils étaient allés jouer. C'était un championnat d'Europe, je crois, ou un championnat du monde même peut-être. Donc il était venu nous expliquer un petit peu voilà, comment ça se passait, par répondre à des provocations, voilà, ce que ses joueurs lui avaient fait comme retour, ce que lui il avait vécu. Donc c'était intéressant d'échanger avec lui. Et puis après, chacun il va avec son fusil sur l'épaule ou sa raquette sur l'épaule et c'est des matchs, de guerriers. Donc tout au long de la semaine, on sent la pression monter. Donc tous les soirs, moi, je passais dans les chambres, passer un petit moment avec les joueurs, discuter, leur poser des questions, voir s'il y en avait qui étaient un petit peu plus inquiets que d'autres. Donc c'est
tout au long de la semaine, enfin des 10-15 jours, même un petit peu plus, parce qu'il y a eu un stage en amont. On est là, on est à l'écoute, on est ensemble, on est voilà, dans une préparation de finale et on sent cette pression qui monte. Après, une fois qu'on est lancé dans l'arène, les joueurs, tu peux plus faire grand chose pour eux. Si il y avait les regards qui sont importants. Voilà, le regard, regarder son entraîneur, son équipe qui est là. Trouver aussi, parfois pour certains, un regard dans le public avec sa famille, ses amis, parce qu'on avait une petite communauté de supporters qui étaient là. Et puis après, chacun avec son caractère, ses émotions, son expérience, vit la chose et la prend en plein cœur ou la prend en pleine gueule et arrive à s'en sortir fort ou pas. Voilà, donc on est passé par toutes les émotions parce que il y a eu l'émotion déjà de jouer une première, enfin en tout cas pour moi, finale de Coupe Davis en tant qu'entraîneur, qui était assez exceptionnelle. Je l'avais vécu moi en 96 en tant que 5e homme en Suède, quand Arnaud Butch gagne ce 5e et dernier match de légende. Donc moi, voilà, quand on me demandait de parler de la Coupe Davis, j'avais les yeux qui brillaient, les frissons partout. Et là, les joueurs, c'était à eux après de mettre le bleu de chauffe et d'aller sur le terrain. Il y en a qui ont réussi mieux que d'autres. Et puis il y a eu cet épisode avec un public, la Beograda de Belgrade. C'est un espèce de volcan. Et quand le public et quand les Serbes leur ont demandé, ils sont allés les chercher. J'avais l'impression que c'était une petite soucoupe volante là qui se soulevait, un espèce de bruit qui faisait limite un peu, qui faisait un peu trembler la salle et qui faisait peur. Puis un public très hostile. Les Serbes, quand ils ont décidé de faire du bruit et d'encourager leur équipe, c'était violent. Et justement, après le premier jour de compétition, c'est quoi l'ambiance en fait? C'est un petit peu de surprise parce que tu t'attendais à quelque chose de fort, mais quand tu es au jour J, c'est toujours un petit peu différent ou comment ça se passait? Ouais, comme je le disais, il y en a qui l'ont pris en pleine gueule et qui l'ont bien vécu. Gaël, le premier jour, il l'a bien vécu puisqu'il bat Tipsarevic. Il fait un gros match. Gaël, il aime bien, il se nourrit de ce genre d'ambiance. Il aime ça, parfois il surjoue même avec ça. Ça a pu lui faire aussi défaut de temps en temps. Djokovic qui gagne son match, donc un partout le premier soir, logique. Et puis le lendemain, il y a ce double incroyable que Arnaud Clément et Mika Laudra renversent. Moi, je me rappelle, à chaque changement de côté, j'étais debout sur ma chaise, on les encourageait, et puis ils renversent ce match alors qu'ils doivent le perdre. Et on se retrouve à mener 2-1. Mais on sait que c'est pas gagné. On sait que c'est pas gagné parce que de l'autre côté, il y a Djokovic, il y a Tipsarevic qui est 8e, et puis il y a Troicki qui est 25e ou 30e à cette époque, peut-être même un petit peu plus loin, mais qui est un très bon joueur de Coupe Davis. Donc on sait que ça va être compliqué et la soirée elle est bien, mais elle est tendue, voilà, parce que on a fait un petit bout du chemin, mais le plus dur il reste à faire, c'est aller chercher ce dernier point, et chose qu'on n'arrivera pas à faire. Et sur le 5e match, comment ça se passe? Vous décidez bien en amont qui jouera, ou parfois ça se fait un petit peu en dernière minute, entre guillemets, le joueur sent qu'il faut qu'il y aille? Non, ça se fait jamais en dernière minute. Ça se fait jamais en dernière minute. Ça s'est fait pour... même si derrière, il y a eu ça a beaucoup parlé derrière. Voilà, on aurait dû mettre Gilles Simon parce que Gilles Simon et Gilou, j'en ai discuté plein de fois avec lui. Oui, encore une fois, avec le recul, c'est toujours facile. Mais est-ce qu'il aurait gagné? Même contre Troicki, qu'il l'avait déjà battu avant, je ne sais pas. Dans cette ambiance-là, on a vu après par la suite que pour Gilles, la Coupe Davis, ça n'avait pas été simple non plus. Voilà, il avait été souvent rattrapé un petit peu par ses émotions, par un style de jeu aussi qui parfois... Coupe Davis, il faut aller chercher les matchs. Et ça, c'était aussi la philosophie de Guy. Donc, c'était aussi la mienne à ce moment-là. Un match, il faut aller le gagner. Et Gilles, il était plus dans le truc. Je vais faire rater l'autre et je vais gagner le match comme ça. Et Guy est allé discuter avec Mika et Gilles. Voilà, et puis, il est revenu et il a tranché. Voilà, et à un moment donné, je pense que les discussions qu'il a eues, moi j'étais pas là, il a eu les discussions dans les chambres avec les deux joueurs. Voilà, je pense qu'il y a... peut-être ce qui le rassurait, Guy, c'est que Mika avait peut-être un style de jeu comme lui et que ça lui parlait plus et qu'il aurait plus de choses à partager avec lui et à lui dire.
Et puis il ne faut pas oublier aussi une chose, je pense, parce que les gens l'oublient beaucoup après cette défaite, c'est que cette année-là, Mika, il gagne en quart de finale, il bat David Ferrer, qui est 7e mondial. Il gagne le double sur ce match-là, donc il qualifie l'équipe. En quart de finale, il bat Roi de Monaco, numéro 2 argentin, qui était 18e mondial, et il gagne son double. À Bercy, derrière, il bat Djoko. Voilà, il perd en demi ou contre Söderling où il a des balles de match. Donc Mickey, il arrive sur une saison, il est invaincu en Coupe Davis, 6 matchs de Coupe Davis, 3 simples, 3 doubles gagnés. Il gagne son double la veille, alors il y a un peu de fatigue. Bon, voilà, il joue contre Troïski qui fait un gros match et Mika qui n'existe pas en fait finalement. Donc ouais, des regrets, mais bon, c'est comme ça. C'est dur. Ça a été dur, très dur pour se relever de ça. Finale de Coupe Davis 2014. Ouais. La France affronte la Suisse. Là, c'est pareil. Évidemment, tous les joueurs sont conscients que vu qu'il y a Federer, il y aura une partie du public qui sera pour Federer. Même si on est en France cette fois. Même si on est en France, ouais. Comment ça s'appréhende ça? Il y a une préparation particulière où les joueurs sont tellement conscients de ça qu'il y a juste des discussions Non, si, il y a une préparation en amont. On est allé se préparer à Bordeaux, sur terre. On a fait une grosse préparation. Il y a eu une préparation aussi un peu physique. Enfin, ouais, il y a eu beaucoup de temps passé sur le terrain. Et puis cette année-là, pareil, Joe qui est un petit peu blessé, qui revient, une blessure au bras. Donc c'est peut-être ce qu'il y a, et c'est pas de la faute d'un joueur, hein, c'est les aléas du sport qui font que quand on a un joueur comme ça qui est là, qui est un petit peu, qui a beaucoup d'envie, mais qui est un tout petit peu diminué, ça perturbe un petit peu la préparation de tout le monde, inconsciemment bien sûr, parce que les autres joueurs, est-ce que Joe va pouvoir y aller, est-ce que ça va être à moi d'y aller, comment ça va se passer, et on avance petit à petit. Au fil des jours. Et puis, voilà, Gaël fait un match de dingue le vendredi, où il bat d'ailleurs Federer. Et puis Joe perd et se fait un petit peu mal contre Wawrinka. Il devait jouer le double. 2 heures avant, il décide de ne pas le jouer. Donc ça a été compliqué à vivre. Et puis Richard, le lendemain, qui perd contre Roger. Bon, voilà, parce que c'est la Coupe Davis de Roger Federer cette année, comme si ça devait être écrit. Il lui manquait ce titre à son palmarès. Un public français qui est content, pas content. C'est toujours des discussions que j'ai eues avec les 4 d'ailleurs. Il disait, il y a un mec quand même tu joues à Roland-Garros contre Federer, tu peux être sûr que la moitié du public, même s'il est français, ils vont être aussi pour Federer. Et c'est vrai que ça s'est ressenti un petit peu et que peut-être inconsciemment, ça a marqué les joueurs français qui n'ont pas réussi à se libérer complètement et à être un petit peu plus méchants, même si Gaël a réussi à le faire et à évacuer le fait que ça soit Federer. Mais non, une défaite et puis derrière de nouveau, voilà, une désillusion. Joe qui a été vraiment marqué par cette défaite. Voilà, le fait qu'il ait raté 2010, c'était encore plus important pour lui d'être là en 2014. Voilà, on en a reparlé il n'y a pas si longtemps avec Joe, mais moi et lui, on s'est un peu... on s'est pas compris sur 2-3 choses. Il m'en a voulu de certaines choses. Moi, je lui ai expliqué pourquoi j'avais fonctionné comme ça, mais ça a été long. Ça a été un processus long, parce que lui, il m'en a voulu de ne pas comprendre son état sur le terrain, à l'entraînement, qu'il ne sentait pas bien ses coups. Et moi, de l'autre côté, même si, oui, j'ai pu ressentir ça, j'étais qui, moi, pour dire au capitaine, non, il ne faut pas mettre Joe là. Joe, c'est un matcheur, il sera là le jour J. Et sauf que il y avait de la tension dans ce bras et il y avait une donnée physique que moi je pouvais pas maîtriser et voilà, donc c'est resté un petit peu là comme ça et ce sont des regrets parce que voilà, c'est au-delà du tennis. Après, c'est des regrets entre hommes de ne pas avoir pu déceler ça ou que l'autre n'ait pas pu le dire en fait. Voilà. Effectivement, tu as vécu tellement d'émotions, tellement de moments. Si tu devais comme ça en dégager un ou deux magnifiques que tu as pu vivre.
En tant que joueur, j'ai une énorme défaite, mais qui a été un moment incroyable. C'est quand je joue, c'est Jim Courier, il est numéro 1 mondial à Lyon, je joue en quart de finale. Et voilà, le public est là, il y a un bruit de dingue. J'avais l'impression, moi, puisque je suis un Lyonnais, et j'étais là en 91 quand la France bat les États-Unis, et je faisais partie de ceux qui tapaient par terre, qui faisaient du bruit et qui ont fait trembler le Palais des Sports de Gerland. Et quand je rejoue, c'était une dizaine d'années, ou peut-être pas, ouais, c'est une dizaine d'années, 8 ans après, contre Jim Courier numéro 1, je perds 7-6 au troisième. Voilà, c'était dantesque. Chaque point, il y avait un bruit de dingue. Voilà, j'avais tout le monde qui était là, des regards, et ça, c'est ancré. Et puis, moi, je pense que c'est parce que ça correspond à mon caractère. La Coupe Davis, la Coupe Davis à Malmö, quand on gagne et qu'on pète le truc, qu'on va prendre Arnaud Budge dans nos bras et qu'on le soulève et qu'il a sauvé 3 balles de match, qu'il y a eu une journée et 3 jours de folie, c'est pareil. C'est des choses qui sont là dans le bide. Et puis après, tout ce que j'ai pu partager vraiment en Coupe Davis, moi, les regards avec les joueurs, les moments dans les chambres, des petits moments avec Gaël, où il me dit allez, viens t'allonger là sur l'oreiller, on va discuter. Joe, Richie, voilà, Mika, plein de petits souvenirs comme ça qui sont des moments de partage dans des moments forts, parce que c'est des moments où on a France marquée dans le dos, et où, comme Gaël l'a souvent dit, il est beau le maillot France, mais parfois il est dur aussi à porter. Mais c'est aussi une fierté, aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. Alors Lionel, tu es directeur d'un tournoi